On essaye de prendre les mêmes et on recommence. Désolée pour le petit bug. En fait, il y avait on a un docteur qui était encore en consultation. Donc nous arrivons. Donc pour rappel, donc on reçoit le docteur Adrien Chaboch, qui est notamment à l'initiative du Centre Vitruve, qui est extrêmement intéressant, qui est un centre de médecine intégrative à Paris, comme il y en a encore trop peu en France, et donc qui va mêler médecine médicamenteuse et non médicamenteuse. Donc voilà, le docteur Chaboch nous rejoint dans quelques instants et voilà, nous sommes ravis d'aborder voilà, à la fin du mois d'Octobre Rose ce thème avec lui parce que c'est un centre extrêmement innovant voilà, qui permet d'adopter une complémentarité des deux médecines. Donc on est absolument ravis de pouvoir échanger avec ce médecin très engagé pour la médecine intégrative. Bonjour à tous, rebonjour. Désolée pour la petite interruption précédente. Hello. Je sais pas si ça marche, mais en tout cas, il est pas là. Est-ce que je peux envoyer moi sinon? Mais comment ça s'appelle, centre? Appelle-le quand même à côté. Hop. Il devrait nous rejoindre dans peu de temps, je suis désolée. Mais il est très intéressant, ça vaut le coup. Je suis désolée de vous prendre un peu. N'hésitez pas si vous avez des questions, notamment sur la prise en compte en attendant des déséquilibres hormonaux, notamment sur les médecines intégratives qui ont fait leurs preuves. Parce que voilà, il y a beaucoup plus en plus d'éléments en fait qui appuient notamment tout ce qui est acupuncture. Il y a beaucoup de choses également sur les traitements par l'hypnose, voilà, il y a le livre de Cécile Lospito aussi sur l'éloge du vivant qui est très intéressant sur ses propos, qui va vraiment détailler les médecines qui ont le plus d'effets prouvés et notamment sur des déséquilibres qui ne sont pas encore voilà, dans des pathologies. Donc on attend le docteur Chaboch qui devrait nous rejoindre incessamment sous peu. Bon, on va peut-être faire sur son compte Instagram, sinon, s'il y a un problème. On attend encore 2 minutes, je suis désolée. Parce qu'on a l'honneur de faire le premier live avec le docteur Chaboch, donc il n'est pas forcément encore très habitué au live, mais on va réussir à se connecter. Hello Véronique. Donc on attend juste le docteur Chaboch qui arrive d'une minute à l'autre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez aborder des sujets en particulier, par exemple sur les médecines intégratives, c'est maintenant, parce qu'il nous rejoint dans un instant. Donc s'il y a une médecine en particulier voilà, qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Et voilà, l'intérêt, c'est de voir voilà, à quel point on a prouvé que ces médecines étaient complémentaires. Alors je le vois pas encore, non. Est-ce qu'il me dit c'est bon? Mais ah, ça y est. Alors, docteur Chaboch, est-ce que je peux vous envoyer? Il faut juste m'envoyer une requête. Donc le docteur Chaboch vient de nous rejoindre. Merci, super. Et je vous invite, vous êtes le bienvenu dans ce avec impatience. Un grand merci pour votre participation. Donc le docteur Chaboch nous rejoint. Voilà. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Enchantée, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vous attend. On sent que vous avez une belle renommée. On est absolument ravis de vous recevoir, en tout cas. Donc voilà, parce que Lyon est effectivement très empreint en fait de médecine qu'on appelle intégrative maintenant, effectivement, pour montrer à quel point elles sont, comment dire, complémentaires avec les médecines médicamenteuses. Et donc, ça serait hyper intéressant. Vous êtes à l'initiative d'un très beau centre, donc qui s'appelle le Centre Vitruve
basé à Paris, qui justement va promouvoir cette complémentarité entre les médecines médicamenteuses et non médicamenteuses. Donc là, on arrive sur la fin d'Octobre Rose et l'idée, c'est un petit peu d'expliquer, et je sais que notamment dans la gestion des cancers, mais aussi dans beaucoup d'autres pathologies, on arrive à montrer un lien vraiment très fort entre ces deux types de médecine. Je pense que tout le monde serait impatient que vous vous présentiez, que vous nous disiez un petit peu plus sur la volonté de ce centre. Merci en tout cas. Merci en tout cas à vous aussi peut-être de vous y intéresser et puis de donner un cadre à cet intéressement parce que il y a beaucoup de choses qu'on entend dans le terme des médecines dites alternatives ou complémentaires. D'ailleurs, même le terme en lui-même est trompeur parce que on a un terme générique qui est reconnu par le Conseil de l'ordre des médecins. On parle de médecine alternative et complémentaire. C'est-à-dire qu'on met dans le sac deux choses totalement différentes. Mm. Qu'il y a d'alternatifs, moi j'utilise comme synonyme perpendiculaire ou parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, tout à fait. on est hors champ de la médecine. Or, ce n'est pas du tout le concept, c'est justement la complémentarité. Je crois qu'on a progressé dans notre société d'une manière incroyable d'un point de vue de la médecine. En moins d'un siècle, en 50 ans, on a eu des progrès, notamment pour Octobre Rose, pour le cancer du sein, qui sont mais juste incroyables. Et ça, on ne peut pas ne pas le souligner. Mais à quel prix? Ben, un prix de la technicisation, un prix de la considération non plus de la personne, mais de son organe, hein, une considération aussi de traitements qui sont vécus comme durs, puisqu'on parle de médecine douce, hein, et donc des choses qui sont parfois agressives, mais surtout qui nous aident à nous soigner, mais qui nous éloignent en fait d'un lien humain. D'un quoi? D'un lien humain. Oui, tout à fait. D'une parole, d'un lien, d'une considération. Il y a quelque temps, le cancer du sein, quand malheureusement on le détectait, c'était quand même assez funeste. Maintenant, il y a beaucoup de femmes que je peux suivre, par exemple, qui ont un cancer du sein, qui en sont guéries totalement, ou qui vont avoir une maladie chronique qu'on va contrôler tout au long de leur vie. Bon, c'est pas du tout la même chose. Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est de mieux en mieux soigné. Mais ce que vous disiez sur l'approche intégrative, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de cas. C'est-à-dire que parfois, on a l'impression qu'on s'interroge. On va dire, on va plus avoir de progrès sur le traitement de la pathologie une fois qu'elle est là aussi, plus que sur la prévention, en amont également. Et c'est un peu ce que révélait le Covid, c'est que cette tendance qu'on a, voilà, il y a quand même un oubli où la médecine intégrative a aussi tout son rôle à jouer également en amont, c'est-à-dire quand on n'est pas encore dans la pathologie. Exactement. C'est-à-dire que je crois qu'on a avancé énormément sur les traitements, mais on n'a peut-être pas progressé aussi vite sur la prévention, même s'il y a des dépistages officiels, organisés. On n'a peut-être pas progressé aussi vite ou qu'on peut maintenant reprogresser sur le lien, sur la réhumanisation des soins, et donc la considération de la personne dans son entièreté. Par exemple, moi, il y a un terme qui me hérisse quand même, la gynécologie. On parle de quoi? De l'organe génital de la femme ou on parle de la santé de la femme? Si on parle de la santé de la femme, appelons ça la santé de la femme et pas la gynécologie. Pourquoi? Parce que chaque individu est unique, chaque femme est unique, chaque femme vit dans un environnement, elle a son esprit, son corps et aussi son rapport à son environnement. Et ce qu'il y a de transverse et de commun dans les approches complémentaires, majoritairement, quasi systématiquement, c'est une considération de l'entièreté de la personne, c'est-à-dire ce qu'on appelle en médecine une vision bio, psycho, sociale, ou on va dire encore une approche globale de la personne. Et cette approche, elle va être centrée sur la personne et pas forcément sur la maladie. Donc, on va soigner la maladie, mais en tenant compte aussi de l'environnement de la personne, donc notamment de la femme. Et ce qui revient très souvent pour voir comment ça se matérialise, parce que ça c'est l'approche idéale, mais très souvent on entend des médecins qui disent bah, moi j'ai 15-20 minutes de consultation, donc j'ai pas le temps de voir forcément ce qui se passe. Nous on voit beaucoup de choses énormes en fait, par exemple pour des hormones, des femmes en préménopause, donc dans des phases de changement ou de tempête hormonale forte qui se voient prescrire des antidépresseurs, alors qu'en fait en creusant un petit peu plus le contexte, on aurait pu passer par autre chose. Concrètement, ça implique quoi pour les médecins, cette manière de vivre ensemble? Parce que c'est compliqué, d'abord. Oui. Je crois que vous avez donné une piste très importante, c'est le temps. C'est-à-dire, c'est de prendre du temps. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de prendre du temps, on se parle, on essaie de se comprendre, on échange. Moi, ce que je passe
un grand temps avec mes patientes et mes patients à discuter. Sur 1 heure et quart de consultation, l'examen clinique va durer 10-15 minutes. Le reste du temps, on se parle, on échange. Donc il y a un espace-temps. Alors 20 minutes, c'est très court, effectivement. Certains médecins renoncent à ces 20 minutes pour travailler en plus dans le temps ou revoir leurs patientes. En tout cas, l'important, c'est d'être dans le dialogue. Parce que dans ce dialogue, on va pouvoir avoir accès, on va pouvoir donner du temps à se dire des choses, à raconter quelque chose d'important. En 20 minutes, on ne peut pas forcément accéder à quelque chose qui nous est intime. Par contre, si on est à l'aise, si on est dans un contexte serein, on peut le faire. Si on peut le faire, alors le médecin en sait plus. Le médecin, quand je parle de médecin, on va parler aussi de praticien complémentaire au sens large. Je ne détiens pas que le savoir parce que je suis médecin. Eh bien, on va en savoir plus, on va se connaître plus, on va avoir plus confiance. Donc quand on va par exemple discuter de ce bouleversement hormonal, mais qui n'est pas une maladie, mais qui est un changement important dans la santé de la femme, c'est-à-dire la ménopause, eh bien le traitement, si on l'évoque, ne va pas être vécu de la même manière. Ça ne va pas être je vous impose, écoutez, vous êtes ménopausée, maintenant il faut arrêter, il faut prendre le THS, et puis ça va très bien se passer, vous inquiétez pas. Non, on va l'élaborer ensemble, on va le dialoguer ensemble. Donc on augmente en fait la capacité d'échange et donc d'adhésion éventuelle de la patiente à un processus thérapeutique. Et là, on a le choix. On a les médicaments et les approches complémentaires. Et dans les approches complémentaires, on va avoir le temps de parler des plantes, l'onagre, mais pourquoi on n'en parle pas? L'aloe vera, et pourquoi on n'en parle pas? Il y a beaucoup de médecins, vous avez l'air très formé à ces médecines, mais il y a aussi beaucoup de médecins qui disent, bah, moi, je ne connais pas les plantes, donc tant mieux si ça marche et s'il n'y a pas de contre-indication avec mes médicaments, mais on entend aussi beaucoup ça. Donc c'est vrai que là, dans les études de médecine traditionnelle, la phytothérapie et la nutrition ne sont pas forcément intégrées, comme dans des médecines chinoises, par exemple, beaucoup plus globales. Totalement. Et là, pour le coup, vraiment, on est en retard sur quelque chose qui a des siècles. Ce qui est quand même ironique, quand même. Oui, c'est ça. C'est quand même assez ironique. Mais heureusement, avec quand même de l'espoir, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui existent, il y a des entrepreneurs, vous par exemple, où vous avez bossé votre sujet, vous avez creusé le sujet, vous vous êtes posé des questions, vous vous exigez une certaine rigueur. Ben, ça, c'est quand même important, parce que vous apportez d'autres choses. Vous n'êtes pas les seuls, il y en a d'autres, mais c'est un phénomène commun, c'est un phénomène où différentes personnes essayent d'y travailler. D'un point de vue universitaire, j'enseigne aussi à la fac, je vous assure qu'on y bosse et qu'on essaye d'ouvrir des zones. Non, j'en suis certaine, j'en suis certaine, mais c'est vrai qu'il y a toujours comment dire, on a l'impression que justement les médecines parfois les plus intégratives, les plus douces, c'est celles qui devraient être transmises en première intention de manière logique, c'est-à-dire avant de passer à des médicaments plus lourds ou sont toujours un petit peu réservés à un public d'initiés. Et c'est vrai que vous le dites en tant que médecin, vous posez la question. Nous, en tant que marque, on se pose la question d'avoir les produits les plus grands publics possibles. Ils sont peut-être moins personnalisés, mais on essaie d'avoir des plantes. Les plantes sont loin d'être anodines, donc qui ont par exemple un minimum de contre-indications. Mais comment vous arrivez à gérer? Parce que souvent, les gens sont un petit peu perdus. Ils disent, bah oui, mais si je dois me faire rediriger vers un auteur, peu importe, un hypnotiseur, je ne sais pas quelle discipline vous utilisez le plus fréquemment. Mais c'est vrai que sans conseil, on a cette confiance absolue dans une médecine avec un diplôme reconnu de manière un petit peu universelle. Comment vous arrivez à vous entourer justement des bons praticiens et à accompagner dans des parcours un petit peu plus personnalisés? Parce que c'est ça qui est compliqué. Ben, moi, j'ai fait le choix d'œuvrer durement à ça en créant le Centre Vitruve. Le Centre Vitruve est né, j'ai commencé à y réfléchir quand j'étais en 2e année de médecine. C'est pour vous dire que ça date pas d'hier. Il a fallu un temps de gestation assez long. On a ouvert nos portes il y a 4 ans. Et en 4 ans, maintenant, on voit 1500 patients par mois et on a 30 praticiens. Ces 30 praticiens, on les a rencontrés non pas par une sélection de CV sur une foire à CV, mais parce que c'était dans le lien humain. On a rencontré des individus qui s'intéressaient justement à ce champ de la globalité. Ce sont des praticiens qui sont intéressés, qui sont formés et qu'on continue de former. Nous aussi, on continue de se former. Donc il y a une volonté, je dirais, individuelle, personnelle, mais c'est cette somme d'individualité qui, comme d'habitude, va faire bouger les choses. Et puis, ça veut dire que vous pouvez changer les dossiers sur une même personne, vous pouvez partager les informations parce que vous êtes au cadre d'un même cursus, donc j'imagine que ça apporte des informations complémentaires, c'est ça? Ce qu'on a développé, c'est ce qu'on appelle le PACT. C'est l'acronyme de Parcours d'accompagnement coordonné thérapeutique. C'est-à-dire que c'est un acronyme qui va désigner
ce que l'on a élaboré, mais quand je dis élaboré, c'est vraiment discuter avec le patient de ce qu'il souhaiterait, de ce qu'on lui propose, c'est-à-dire sur les impératifs médicaux, mais aussi de son désir, de ses intentions de soins à lui, à elle, et ensemble d'élaborer un parcours individualisé. Donc il n'y a pas de protocole où tout le monde ferait le même parcours de soins. Pourquoi est-ce qu'une personne va choisir l'hypnose ou plutôt la sophrologie? Pourquoi une personne va plutôt être réceptive au shiatsu, mais d'autres à de la kiné? Ce n'est pas les mêmes indications, il faut avoir des connaissances médicales ou en tout cas des connaissances scientifiques sur ça. Ça, c'est le job du centre, le job des praticiens, mais c'est aussi le ou la patiente qui vont nous amener ces informations si on l'écoute. À partir de là, on va élaborer ce pacte, ce parcours d'accompagnement, et c'est dans le temps. C'est pas simplement, ok, voyez un tel, et puis basta, merci. C'est aussi une relation d'aide et d'accompagnement dans le temps. Ce qu'on manque beaucoup, d'être guidé aussi. Et on a parlé puis du temps. Parfois, il y a des patients qui veulent trouver quelque chose qui marche tout de suite. Et souvent, quand on va traiter les racines, on en parle beaucoup, mais il y a vraiment deux approches. En naturopathie, ce qu'on disait, ou même dans la thérapie, quand on va utiliser des plantes, ça ne va pas marcher du jour au lendemain comme un antibiotique va pouvoir marcher très vite sur une pathologie. Donc, il y a effectivement ce rapport au temps dont vous parlez de dire qu'on peut revenir, mais nous, on pense foncièrement que la connaissance de notre corps et de nos particularités, c'est une clé énorme pour la santé et pour l'avenir, mais c'est un rapport au temps qui est complètement modifié pour le patient. Totalement. On entre dans une autre dynamique, on entre dans une dynamique de déchiffrement, vous le dites très très bien, c'est-à-dire de compréhension. Le symptôme est une invitation à nous connaître, à nous comprendre. Quand on parle de pédagogie médicale, on a l'impression qu'on donne un cours à un patient. C'est pas aussi vertical que ça, c'est plus horizontal. Qu'est-ce que ce symptôme représente pour vous? Qu'est-ce que la ménopause représente pour vous? Il n'y a pas une femme qui va vraiment répondre de la même manière, je peux vous le garantir. Comment vous vivez cette grossesse? Comment vous avez vécu cet accouchement? Les paroles se délient, on dit des choses, on ose dire des choses, et on donne du sens. Et ça demande effectivement un petit peu de temps, et ça demande de la confiance, ça demande à se revoir, bref, à entrer dans un processus d'accompagnement. Et effectivement, on ne va pas forcément être que dans le thérapeutique. On ne va pas être que dans symptômes égale traitement égale guérison. Mais on va s'intéresser aux causes avant, au contexte, et à après, la prévention, et la prévention tertiaire ou secondaire, c'est-à-dire ce qui se passe après l'épisode de maladie. Et au niveau du mental, il y a beaucoup de femmes qui posent la question en disant, mais on parle beaucoup du rapport entre le mental et le cancer, on parlait de la ménopause, il y a un lien très très fort avec le mental aussi, voilà, des femmes qui ne se reconnaissent pas forcément non plus, donc c'est des moments bouleversants parce qu'en fait, en dehors de la faiblesse physique qu'on peut ressentir, il y a aussi, voilà, on ne sait plus très bien où on en est niveau mental. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'accompagnement dans ces cas-là? Celui qui va convenir à la personne, évidemment, c'est une réponse un peu vague. Non, ce que je veux dire, c'est que les intrications entre ce qu'on appelle le mental et le corps sont d'une complexité incroyablement passionnante. Complexité ne veut pas dire que c'est compliqué. Complexité veut dire que la somme des parties ne fait pas le tout. Il y a des parties, mais les rapports qu'entretiennent ces parties les unes aux autres donnent une autre dimension supplémentaire. Donc, ce n'est pas corps-esprit qui égale 2D, c'est corps-esprit égale 3D, 4D, 5D. Alors là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va s'intéresser aussi à la morphologie, à la personnalité de la personne. Donc, quelqu'un va avoir besoin d'aller explorer ce qui se passe dans les liens complexes entre son corps et son esprit. Heureusement, depuis des millénaires et aussi en Occident depuis des siècles, on a des outils, des pratiques qui fonctionnent bien sur ça. Par exemple, historiquement en Occident, l'hypnose. Je vous rappelle que l'hypnose, 18e siècle. 18e siècle, si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, c'est la cour du roi Marie-Antoinette. Donc ça remonte. Ouais, tout à fait. Et c'est une pratique que je vais appeler psychocorporelle, puisqu'elle s'intéresse à la fois au vécu de l'expérience du corps, avec un accès intelligible. Dans l'hypnose, contrairement aux spectacles qu'on voit qui sont totalement erronés, on est dans le contrôle, on n'accède à aucune information que le patient ou la patiente ne voudrait pas délivrer, et on est consciente. On est consciente tout du long de l'expérience de l'hypnose. C'est du lâcher-prise supplémentaire. On se débarrasse de... Non? Qu'est-ce que c'est du reprendre prise sur notre vie. Reprendre prise.
Non, parce qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur. Je rebondis là-dessus, qui disaient que l'hypnose, qui a justement, parce qu'on regardait, il y a des disciplines dont on sait qu'elles ont une efficacité vraiment pour le coup, très scientifiquement prouvée. On commence à avoir, vous avez vu sûrement le livre de Cécile Hospital, il commence à y avoir plein de recensements justement de médecine. L'acupuncture, on sait qu'on peut faire des anesthésies avec de l'acupuncture depuis des millénaires aussi. L'hypnose a des résultats vraiment très prouvés sur beaucoup de traumatismes. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur à travers ce type de médecine de lâcher trop prise en fait ou de perdre le contrôle. C'est exactement ce que vous disiez. Tout à fait. Donc ça peut être intéressant de détailler un petit peu les mécanismes en fait, il n'y a jamais rien comment dire, que c'est pas vraiment une perte de contrôle, qu'en fait c'est de faire ressortir des choses qu'on n'arriverait pas à faire ressortir sans mettre en sommeil notre mécanisme en fait. Exactement. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire dans un autre contexte. Vous avez dit, c'est une partie de la définition même de l'hypnose que donnait Erickson. Vous voyez comme ça vous vient intuitivement? Eh bien oui, effectivement. L'hypnose permet, avec le patient, la patiente, d'induire un contexte favorisant quoi? Un changement bénéfique, quelque chose qui va soigner, qui va apaiser, qui va faire du bien. Deux remarques très importantes, c'est que d'une part, il y a quand même une responsabilité qui n'est pas celle du patient, mais qui est celle du praticien. Le praticien, lui, il a la responsabilité de ne pas faire de mal au patient. Dans toutes les médecines, il y a un principe qui nous vient de la Grèce antique, primum non nocere, c'est-à-dire qu'avant toute chose, on ne fait pas de mal. Avant toute chose. Donc, ensuite, il y a la formation du praticien. C'est-à-dire que le praticien, il se doit, c'est une exigence, d'être correctement formé. Le problème étant qu'actuellement, on a une diversité de formations hétérogènes. On peut se former en 3 jours à l'hypnose. Et en vrai, je vais vous le dire, parce que je forme en hypnose beaucoup, on peut être formé à l'hypnose en 3 jours. C'est vrai. Mais au bout de 3 jours, on sait induire un état d'hypnose. Est-ce que ça veut dire qu'on est thérapeute? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on sait ce que c'est que la relation thérapeutique? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on est capable d'accompagner, d'avoir la responsabilité, la charge de quelqu'un, d'une femme qui va venir avec ses souffrances, me dire, voilà, moi je souffre de ça, j'ose pas le dire, je vous le dis, j'ai besoin de vous. Est-ce qu'on va en être capable? Non. Donc il y a quelque chose qui est absolument, absolument impérieux dans le choix des personnes qui sont en train de participer à cette réflexion. Attelez-vous à regarder la formation de la personne. Ça, c'est vraiment capital. Et à distinguer, ça, si vous retenez ce message, ça c'est capital, c'est que l'hypnose est un outil dans le cadre d'une relation thérapeutique. Donc, un coach sportif peut utiliser de l'hypnose. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va être psychothérapeute? Non, mais il peut très bien utiliser l'hypnose. Donc on ne va pas voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, on va voir quelqu'un qui est formé à accompagner une personne et qui utilise l'hypnose. Ça, c'est vraiment une distinction extrêmement importante. Donc, ce qu'on dit aussi, c'est qu'en médecine intégrative, la relation, le lien qu'on va sentir avec la personne est encore plus important que dans des médecines classique, ce que vous êtes enfin, alors vous avez une approche de la médecine classique qui est justement extrêmement à l'écoute du patient en prenant le temps. C'est pas toujours le cas. Vous pensez qu'en médecine intégrative, c'est encore plus important d'avoir effectivement aussi un bon contact. Ça peut jouer dans la réussite. Énormément. À mon sens, je pense que c'est même au cœur de toutes les pratiques. C'est-à-dire que quelle que soit la civilisation, le pays, la pratique, la tradition, le millénaire, le traitement médicamenteux, qu'est-ce qui est quand même, c'est qu'il y a un humain avec un autre humain et que ces deux humains essayent d'être humains l'un à l'autre, c'est-à-dire d'être respectueux l'un de l'autre. Donc, à mon sens, avant toute chose, et ce qu'il y a de transverse, et c'est pour ça qu'on parle de pratiques complémentaires, c'est que au cœur, il y a la relation d'aide et d'accompagnement qui va se décliner différemment. Évidemment, il y a des relations différentes. Si on va voir un psychanalyste, c'est pas la même relation thérapeutique que si on voit un coach, évidemment. Mais c'est quand même une affaire d'humain. C'est quand même une affaire de communication. C'est quand même une affaire où on essaye de mettre des mots et que de ces mots, on va essayer d'en faire quelque chose pour soigner, y compris dans un médicament. Et le lien avant tout. Ouais, le lien avant tout. Je pense que c'est vraiment au cœur. Donc, il faut que les personnes soient bien formées au lien et à la relation. On a un petit message qui dit c'est délicat de prendre rendez-vous avant la consultation, de demander au praticien comment vous êtes formé.
Oui, et Chose encore qu'on peut que, voir en ligne souvent aussi. ouais, maintenant, exactement, il y a tels outils. Alors évidemment, c'est sûr que, moi j'ai déjà eu le cas, hein, évidemment, hein, souvent des patients qui, bon alors, oui, mais alors, vous êtes qui? Vous faites quoi? Vous avez fait quoi? Bon, Ouais, la méfiance française. ils sont accessibles, Mm. notamment par les Doctolib, hein, Mm. LinkedIn, les réseaux sociaux, même en googlisant un nom, on obtient quand même des éléments de renseignement quand même. Tout à fait. Le bouche à oreille aussi, qui peut faire aussi son effet là-dessus. On prend Oui. des bons conseils là-dessus. Et j'ai une petite question, je vous embête pas trop longtemps, mais c'est effectivement de comprendre, est-ce que vous avez l'impression, en suivant donc ces patients sur des parcours plus longs, puisque vous devez les recommander donc parfois à d'autres patients du centre, que les patients ressortent avec une meilleure connaissance d'eux-mêmes et vous-même, ça enrichit vos connaissances en médecine? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un cercle vertueux en fait, en ce sens? Complètement. C'est Mm. complètement un cercle vertueux. Je pense que c'est vraiment notre manière de faire. Ce n'est pas que notre manière de faire, c'est aussi une manière de faire en médecine générale notamment. Mais c'est un cercle totalement vertueux. Exemple très simple. Plutôt qu'à chaque rhinopharyngite, le patient panique et se dit, ça y est, j'ai une pneumonie grave avec des bactéries, il me faut 8 antibiotiques. Bon. Eh ben, si petit à petit, on lui explique, mais il Mm. apprend lui-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui faire un cours magistral sanctionnant en disant, vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique, etc. Bref, les discours qui n'ont aucun, enfin, qui ont juste une espèce de Très vicissitude de bien. surface, vous le connaissez bien, mais on va en parler avec la personne, hein. On Mm. va négocier avec la personne, on va détailler tout ça petit à Mm. petit, et en se connaissant bien, eh ben, je peux vous assurer que le patient lui-même va vous dire, bon, je crois que j'ai une pharyngite, mais d'après ce que je me rappelle que vous m'aviez dit, je pense que c'est pas une bactérie, donc je pense pas que j'ai Mm. besoin d'antibiotiques. Maintenant, comment est-ce que je pourrais faire pour être un peu plus reposé ou un peu plus en forme? Et on élabore avec effectivement l'activité de déchiffrement, de compréhension de qu'est-ce que c'est que la santé. C'est quand même la Bien santé de sûr. la personne, pas ma santé à moi. Et vous avez peut-être des patients moins malades, in fine, c'est-à-dire que est-ce que vous avez peut-être des gens qui viennent plus en amont et je sais pas, est-ce que ça fait partie des choses que vous constatez? C'est-à-dire que des gens plus à l'écoute de leur corps peuvent anticiper un peu au premier signe et que c'est le genre de choses qu'on voit. C'est souvent le genre de choses qu'on voit avec des gens qui connaissent bien leur corps. Ça veut dire avant de tomber dans la pathologie, voilà, ils arrivent à. Alors, bon, évidemment, on n'est pas tout puissant, hein, même en Non, bien faisant une sûr, bonne psychanalyse avant et une bonne médecine préventive, ça ne nous empêche pas de tomber malade. Et bien évidemment, sûr. pas de fausses croyances, mais néanmoins, Ouais. écoutez, les personnes que je viens de voir ce matin, eh ben, c'était un peu de ce registre. Voilà, j'ai un problème de santé, je ne le comprends pas très bien, c'est pas très grave, mais j'aimerais me comprendre plus, j'aimerais me comprendre mieux. Je suis jeune, j'ai envie d'en savoir plus sur moi. Et là, on est dans un dialogue où la santé fait partie d'une réflexion et n'est pas simplement à l'emporte-pièce. Ça donne du sens. Donc on peut agir. L'activité de mettre des mots, ça c'est enfin, c'est fantastique, mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mettre des mots sur mais comment vous le vivez ce changement hormonal, comment vous le vivez votre contraception, comment vous le vivez ci, comment vous... Bah, de mettre des mots, de demander à la personne de mettre des mots permet de construire avec elle quelque chose qui va l'aider à anticiper d'autres problèmes. Complètement. Et c'est vrai que très souvent, on voit qu'il y a des choses qui se réveillent du côté médecine des femmes en général, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui étaient un petit peu soit passées sous silence, soit j'ai fait de manière un petit peu automatique. Ça veut dire mettre un nouveau contraceptif hormonal peu de temps après avoir accouché, alors qu'on n'a pas forcément récupéré ses sensations, son corps. Euh, Ça peut occasionner en fait une déconnexion du corps voilà, dont on s'est rendu compte que c'était très féminin, les femmes qui ont pris l'habitude de souffrir sur certaines choses. Donc ça rejoint exactement ce que vous dites, c'est que quand on connaît bien son corps, on est censé comprendre ce qui se passe, on n'est pas censé voilà, souffrir pour rien de temps en temps. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose que la parole se libère là-dessus, sur la compréhension du corps, les clés d'avoir plus de dialogue. Il y a de moins en moins de jeunes femmes, on parlait tout à l'heure, qui prennent la pilule contraceptive parce qu'il y a eu beaucoup de scandales. Enfin, moi, j'étais très étonnée de ces chiffres, mais aujourd'hui, il y a moins de 35% des femmes en âge reproductif qui prennent la pilule, alors que c'est quand même une avancée majeure dans la contraception. Moi, je ne suis pas du tout anti-pilule, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'un dialogue commence à s'instaurer là où c'était très automatique il y a quelques années. Donc, je pense qu'il y a une vraie tendance de fond également des patientes et des patients d'aller vers une meilleure connaissance de soi et d'aller effectivement
effectivement creuser un petit peu son fonctionnement avant de ne prendre que des choses qui vont masquer, mais pas forcément voilà, traiter les racines et aider à comprendre pourquoi on fait systématiquement des angines ou systématiquement des gastro-entérites. Enfin, il y a des schémas qui se répètent souvent d'un médecin à l'autre. Donc je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir des médecins comme vous qui ont une approche très globale et qui voient des résultats. Ça qui ça veut dire que vous avez vraiment l'impression que ça vous fait progresser. Vous le disiez de manière très voilà, humaniste dans la première partie. Vous avez l'impression de progresser en fait au jour le jour, même dans votre discipline, en vous enrichissant de cette médecine non médicamenteuse. Complètement. Moi, je remercie toujours mes patients et mes patientes parce qu'ils m'apprennent beaucoup de choses. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est réflexif. Moi, je les accompagne et je leur donne beaucoup de mes connaissances et de partage, et eux aussi, parce qu'ils m'aident à mieux comprendre l'être humain, et donc à le restituer à d'autres, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une relation d'accompagnement et de partenariat, de collaboration. On n'est pas dans ce schéma vertical à l'ancienne, je serais tenté de dire. Tout à fait. Et dernière petite question pour les gens qui peuvent être intéressés. Est-ce qu'en général, vous avez tendance à renvoyer vers une discipline en spécifique? On parlait de l'hypnose, ça peut être l'acupuncture ou le shiatsu, enfin, on en a mentionné plusieurs. Est-ce que vraiment il y a une médecine qui va plus convenir à quelqu'un, intégrative, qu'on va complémenter, ou est-ce qu'en général, il faut en faire deux, trois, enfin, quel est le... Je ne sais pas s'il y a de schéma Ouais. Alors, général, mais mais moi, ce que j'observe, c'est que quand même, il y a toujours l'intuition du patient est quand même la bonne. d'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de parvenir dans la relation d'échange et dans l'entretien, dans la consultation avec le patient, à faire émerger ce qui peut le guider. Le patient va savoir, par exemple, si c'est plutôt une relation, enfin une pratique relationnelle, hypnose, sophrologie, ou une pratique de toucher, Mhm. acupuncture, kinémésière, shiatsu, ou une pratique active, Douyin, Tai Chi, etc. Ça, il y a quand même une aspérité qu'il va ressentir, une intuition. Et ça, moi, je fais beaucoup confiance à l'intuition. Donc, à partir de cette grande ligne, si par exemple quelqu'un me dit non, moi, je crois que parler à quelqu'un, ça ne me va plus, j'en ai marre, ben, je vais rechercher dans d'autres pratiques. Et là, on fait émerger. Donc, je lui en propose quelques-unes, je lui explique qu'est-ce que c'est, et lui-même va ressentir quand même. Et ça, D'accord. c'est assez intéressant. Alors, parfois, évidemment, ben, c'était pas ça, on s'est gouré, ben oui, ça arrive. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout Non, bien anticiper. sûr, j'imagine, mais en Donc, général, il y a un schéma qui émerge et c'est une pratique intégrative qui convient particulièrement bien à quelqu'un. C'est pas forcément la somme de plusieurs pratiques. non, non. D'accord, On intéressant. peut, c'est délicat effectivement quand on va associer plusieurs pratiques entre elles, il y a une raison à ça, il y a du sens. Je vous prends un exemple très succinct. Par exemple, si on va faire une séance double ostéo-hypnose, on sait que l'action de l'hypnose pendant la séance d'ostéopathie va permettre à l'ostéopathe de travailler sur un corps beaucoup, beaucoup, beaucoup plus relâché et donc d'accéder à des structures plus profondes pour le traiter. Là, c'est un bel exemple d'intégrativité et de synergie. Oui. Un autre exemple, si on reprend le domaine physique, si quelqu'un va avoir besoin d'un traitement de soins physiques, dans quel ordre on va lui faire voir un podologue qui va corriger à l'aide de semelles, puis un kiné, et ben, peut-être dans un certain ordre, peut-être échelonné dans le temps au bout de 3 semaines parce que le travail du podologue permettra déjà de faire bouger le corps. Et là, il y a une vraie réflexion. Mhm. Et ça, c'est justement le médecin ou le praticien qui doit le positionner. C'est sa charge à lui de le savoir. Et une médecine intégrative qui ne fonctionnerait pas sur nous, on avait cette intuition, peut-être dès le premier coup. Ça sert à rien d'insister, on le voit très vite. Oui, il faut toujours faire confiance à ce que l'on ressent. Oui. Quand ça passe pas, quand il n'y a pas le feeling, c'est qu'il n'y a pas le feeling. À l'exception de certains types de travail personnel, notamment en psychanalyse. Là, c'est un peu différent parce que quand il y a un ressenti fort comme ça veut dire quelque chose. Mais là, c'est particulier, c'est dans un cadre très particulier de la psychanalyse. Mais d'emblée, pour les autres pratiques, ce que je peux vraiment souligner et vous encourager, quand vous rencontrez quelqu'un, soit vous vous sentez à l'aise, soit vous vous sentez pas à l'aise. Si vous vous sentez pas à l'aise au premier rendez-vous et qu'au deuxième rendez-vous, ça se concrétise, que c'est toujours pas le cas, c'est peut-être pas la bonne personne avec qui vous voulez travailler. Pour donner une métaphore extrêmement légère et toujours
allez, on va dire, tout en humour, quand vous voyez un vêtement dans un magasin, d'abord vous regardez et vous vous dites dans la vitrine, tiens, ça pourrait me plaire. Bah, ça, c'est quand vous regardez Doctolib. Tiens, ça pourrait m'intéresser. On rentre dans le magasin, on essaye. On essaye, on voit, ouais, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Et puis bon, bah, si ça convient vraiment bien, bah, on va s'engager à aller un peu plus loin pour Non, remplir mais ça. j'aime vraiment bien. C'est très important de dire ça. Et c'est vrai qu'on ne revalorise pas du tout l'intuition d'une société très, très rationnelle qui a tendance à tout rationaliser de manière très cartésienne. C'est très fort de replacer nos propres intuitions au sein de notre parcours médical. Merci beaucoup, beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je trouve ça passionnant. Je pense qu'on se reparlera parce que bravo pour cette initiative. On en parlait tout au début. En France, on a une excellente médecine, on le sait, de très bonnes formations. Et parfois, on a une tendance à laisser de côté un petit peu la médecine intégrative du fait de cette excellente médecine aussi, ce qui est un petit peu le revers. On a l'impression que les choses bougent ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui sont faites les 10 dernières années. Donc, on espère que voilà, ça va se généraliser et qu'il n'y ait plus en tout cas cette opposition. Et il faut des centres comme le vôtre, comme le centre Vitruve, pour vraiment casser cette opposition entre médecine médicamenteuse et non médicamenteuse et expliquer les synergies parce que voilà, on pense que c'est vraiment pour le bien de tous et qu'il est temps de tout exploiter. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas Merci si à vous avez vous. des questions, on fera passer au docteur Chaboch, mais un grand merci en tout cas pour votre temps. Et puis à très bientôt. On À passera vous très voir. bientôt. Très belle journée à vous tous. Au Merci. revoir. Au revoir.